chers téléspectateurs et téléspectatrices du Burkina Faso. Voilà. Juste après ce qui suit, nous recevons l'invité. Je le disais donc à l'entame de l'émission, nous recevons Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Monsieur Abdul Karim Sango. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Monsieur Marius Dessongo. Bonjour, Monsieur Sirpayi, Monsieur Sigiré. Bonjour, chers téléspectateurs. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous, en tout cas, de vous recevoir. La première question, comment est-ce que vous appréciez le comportement des artistes? Vous avez apprécié donc le comportement des artistes les 3 derniers mois donc liés au Covid? À l'entame évidemment de mon propos, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette belle émission et vous féliciter pour tout ce que vous faites, évidemment pour la promotion de la culture, donc partant la promotion de notre identité simplement. Je dois dire que s'il y a des acteurs qui ont été les plus actifs, les plus dynamiques, les plus productifs pendant cette période difficile de la Covid, c'est bel et bien les acteurs culturels qui ont imaginé, ont créé différentes œuvres afin d'apporter leur pierre à la construction évidemment de cet édifice qui était en réalité de travailler à minimiser les effets évidemment de la Covid. Et on a vu des artistes qui ont fait des clips, qui ont fait des musiques tout court, des artistes qui sont du secteur de l'humour, et tout cela à mon avis a participé véritablement à permettre au Burkina de répondre de façon beaucoup mieux efficace. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens disent aujourd'hui, et lorsque vous suivez les analyses, on dit que le Burkina, apparemment, semble avoir... Mais je pense que c'est la somme de ces actions, évidemment, qui a contribué. Des artistes l'ont fait de façon spontanée. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a eu aussi l'accompagnement du ministère. Évidemment. Est-ce qu'il y a des critères bien définis pour être accompagné? Disons que lorsque il y a eu la suspension des activités, nous avons reçu les OSC des artistes, notamment à travers la CNC, M. Bachelo, qui était venu poser plutôt les difficultés liées à la vie des artistes. Nous leur avons dit qu'il est évident que l'État ne peut pas rester insensible à la situation de ce secteur. Puisque pour ce qui concerne le secteur de la culture, puisqu'on parle de culture, on n'a pas besoin de théorie, de théoriser pour comprendre que le secteur est affecté. Je dis donc ça, rassurez-vous, c'est une préoccupation prise au haut niveau par le gouvernement. Mais l'urgence, voyez, c'est malsain. Au moment où les gens tombent malades, ils meurent, que vous commencez à avoir des revendications à caractère corporatiste. Je dis, ce que les artistes peuvent faire en ce moment, c'est vraiment de mettre leur talent dans la campagne de sensibilisation et d'éducation. Je dois vous dire que ça a été très bien perçu, ça a été bien appuyé. Ainsi, nous avons dégagé quelques ressources. Parce que, évidemment, nos ressources sont limitées. Nous avons dégagé quelques ressources que nous avons mis à la disposition du BBDA, voilà, pour gérer cette situation. Ce que nous faisons, nous n'incitons, ce n'est pas nous qui incitons, puisque les gens ont commencé leurs choses spontanément. Tous ceux qui spontanément présentent quelque chose, on leur alloue une petite subvention pour les désintéresser. Parce que la vérité, c'est que ceux qui le faisaient comme leur contribution pour. Donc, on pourrait même ne rien leur donner, puisqu'il s'agit d'un problème d'engagement citoyen. Donc, évidemment, il y a des critères. C'est-à-dire qu'il faut que l'élément que vous avez produit contribue en termes de message à faire développer chez les Burkinabés de bonnes attitudes, de bons réflexes face à la Covid. Mais bon,
c'est dommage, parce qu'en temps aussi, c'est ça le problème dans ce pays, tout le monde a voulu faire, mais on n'a pas de ressources extensibles à souhait. Voilà. Et puis, justement, parlant de ça, il y a une de nos compatriotes, Pam Lister, qui a eu un prix de l'UNESCO, voilà, concernant donc la sensibilisation sur la Covid. Oui, d'ailleurs, elle sera une de nos invitées là, parce qu'on m'a pris comme parrain là pour la fête de la musique le 21 juin prochain. Et elle va être parmi les artistes. Et je devrais la recevoir. Oh oui. Je l'avais déjà annoncé dans une de mes interviews pour la féliciter. Voilà. Je ne la connais même pas exactement, hein, à part la voir à la télé comme ça. Comme quoi, on n'a pas besoin de se promener dans le bureau du ministre pour faire son travail. Et puis en plus, elle est du ministère de la Culture. Ah bon? Oui. Et justement, c'est la même qui a été récompensée comme deuxième prix au 30e anniversaire du règne de Larlé Naba, voilà, où nous avons eu la chance d'être dans le jury. Et vraiment, sa musique, en tout cas, était très bien raffinée, bien ficelée, etc. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est passé pratiquement inaperçu durant cette période du Covid. Hein. Moi, je vais utiliser le masculin. Voilà. Est-ce que vraiment il y a eu des artistes, des acteurs culturels qui ont été touchés et comment, en tout cas, ils ont été pris en charge? Non, à ma connaissance, je n'ai pas eu vraiment d'artistes qui ont été directement affectés par la maladie. Je n'ai pas eu connaissance, évidemment. Mais bon, vous savez très bien qu'il y a un dispositif général de l'État qui permet la prise en charge de tous les cas de Covid. Disons heureusement. Bon, c'est vrai que nous avons aussi apporté un appui au BBDA, une subvention pour apporter un peu plus d'appui aux anciens là, à travers l'AMA. Voilà, parce que vous savez que la Covid, un de ces, j'allais dire, un des publics qui est fragile par rapport à cela, c'est surtout les anciens. Mais bon, ce sont des initiatives qu'on a développées avec le BBDA. Mais à ma connaissance, je n'ai pas entendu qu'un artiste a été... C'est une chance. C'est une chance. Ouais. Sigrid, on va parler donc de la répartition pour l'accompagnement du président du Faso. D'accord, moi là-dessus, j'aimerais entendre le ministre sur une réflexion. Alors, 1 milliard 25 millions, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Alors, on peut déjà féliciter le gouvernement pour ce pas-là qui va permettre aux acteurs de la culture tout court de faire face aux effets de cette pandémie. Mais en même temps, on ne peut pas nous empêcher de poser la question de savoir est-ce qu'on n'en fait pas des éternels assistés. Parce que, à ma connaissance, seul le ministère de l'Action sociale a octroyé de l'argent et surtout pour une couche bien donnée, de l'argent liquide pour faire face à cette situation. Mais un peu plus tôt, à l'orée du 50e anniversaire du FESPACO, le gouvernement également, à travers le président du FASO, avait mis à la disposition des acteurs du cinéma et 1 milliard pour relever ce défi-là. Est-ce que chaque fois, s'il faut leur apporter de la subvention financière, est-ce qu'on n'en fait pas des éternels assistés, monsieur le ministre? C'est une belle observation, monsieur Sigiri. Mais vous posez, à mon avis, deux problèmes différents dans la même question. Il est clair que si on veut avoir un secteur culturel dynamique, si comme la stratégie nationale de développement de la culture l'envisage, on veut que se développent dans ce pays des industries culturelles créatives, il faut qu'on sorte du modèle de l'assistanat. Il n'y a rien à faire. Et de ce point de vue, pas besoin d'aller à New York. Hein. Il suffit de jeter un regard en direction de nos frères anglophones. Au Ghana, au Nigeria. J'ai dit hier à un grand homme d'affaires, un grand patron de banque, que est-ce qu'il sait que en France, l'industrie culturelle
rapporte beaucoup plus de ressources que l'industrie automobile. L'industrie culturelle, c'est à peu près 8% du produit intérieur brut de l'État français. C'est pour dire quoi? Mais c'est un véritable business. Mais ce business ne peut pas se développer, permettre aux acteurs de vivre dignement de leur talent si ils sont dans la posture de l'éternel soutien de l'État, dont les ressources, hélas, se raréfient. À partir du moment où, économiquement, un secteur peut être rentable, ce qu'il faut faire, il faut développer des relations avec le secteur privé. Il faut s'organiser autrement. Je vous donne un exemple qui me fait mal et qui va toujours me faire mal. C'est le fait que nous nous sommes fait doubler par le Nigeria dans la production cinématographique à travers les séries. Le Burkina est le pays naturel, entre guillemets, du cinéma africain. Même les Nigérians. Moi, j'ai été à l'UNESCO, il y a un haut cadre, une dame, qui a dit, mais je ne comprends pas. C'est grâce à vous, dans votre pays, à l'engagement de vos politiques, qu'on parle du cinéma africain. Mais je ne comprends pas comment vous n'arrivez pas à développer un véritable business autour. Parce que simplement, pendant 50 ans, on est resté accroché au mamelles de l'État. Et tout le monde sait que l'argent de l'État, il n'y a aucune responsabilité là, en réalité là-dedans. Parce que comme on croit que l'État, c'est le fouroba, c'est le champ collectif où on vient, on fait ce qu'on veut là-dedans, c'est ça le problème. Donc ce qu'il nous faut faire aujourd'hui, il faut progressivement sortir de ce type d'assistanat. Maintenant, la subvention que l'État donne, pour parler de la dernière subvention, d'1 milliard 25 millions, mais je dois dire même que j'ai plaidé auprès du président du Faso pour qu'il augmente même. Et c'est passé à 1 milliard 250 millions. Donc le plan que nous sommes en train de faire dans l'idée, dans l'esprit dont je parle, c'est qu'on aura une ligne de 1 milliard 25 millions de subventions, mais on a dit que c'est une aide à la production. C'est ce que j'ai dit là. On ne va pas aligner des gens comme on l'avait fait la dernière fois au BBDA, on prend, on divise. Non, 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 c'est pas ça. Non. Donc, dans les 225 millions que l'État vient d'ajouter, ce que nous allons faire, nous allons ouvrir certainement une ligne de crédit auprès du Fonds de développement culturel touristique avec un niveau de remboursement, un taux de remboursement assez faible, entre 1 et 2%. Parce qu'il y a des gens qui ont des petits projets et tout ça, pour que finalement les gens commencent à comprendre que ce qu'on vous donne, il faut l'investir, reproduire pour qu'on puisse remettre ça dans le circuit. Mais le secteur ayant été affecté, c'était quand même important. Comme je l'ai dit, ça se voit. Si on ne faisait pas ça, on ne serait pas un gouvernement responsable. Il faut... Voilà. C'est au niveau du cinéma. D'ailleurs, j'ai vu une information par le biais de Pak Zouma, Jean-Baptiste, qui dit que le ciné Oubri vient de fermer, ça a été rasé pour construire un hôtel. Est-ce qu'il n'y a pas aussi eu un problème d'infrastructure pour permettre aux cinéastes, lorsqu'ils font des films, de pouvoir projeter? Et en dehors de ça, au niveau même, je parle au niveau des industries culturelles et créatives, les entreprises culturelles se plaignent de ne pas avoir des marchés, de bénéficier des marchés de l'État parce que le ministère s'est substitué en organisateur de spectacles et puis il voudrait aussi avoir des mesures fiscales assez particulières. Depuis que moi je suis ministre, le ministère n'a jamais organisé un spectacle. Ce n'est pas vrai. Celui qui dit ça, mettez-le devant moi. Depuis que moi je suis ministre, je dis toujours à mes cadres, et ils le savent, ils ne sont pas d'accord, je leur ai dit, vous n'avez aucune qualité, aucune compétence pour organiser des spectacles. C'est pas votre travail. Les événementiels du Voilà. ministère. Lesquels? Le FESPACO, par exemple. Non, mais le FESPACO, c'est une activité de l'État. Oui. Mais une grande partie de l'argent des FESPACO, là, ça va chez les promoteurs culturels, là. Vérifiez. Oui, mais je parle des entreprises qui pourraient avoir les marchés pour les plateaux artistiques. Mais c'est eux, là. C'est eux qui ont ça. Bon. On va aller demander au FESPACO. Oui. C'est les entreprises.
qui ont ça. Je ne veux pas citer des noms ici. C'est eux là, c'est eux qui organisent. Oui. Vous croyez que l'ouverture qu'on a faite au stade là, oui. avec les... C'est pas le ministère. Ça a été délégué à des privés. Oui, allez demander à M. Diaprès, il intervient, lui-même il peine à avoir son argent. Ouais. Je crois que le ministère, le FESPACO lui doit pas moins d'une centaine de millions. Voilà, donc c'est des promoteurs culturels. Mais le vrai problème, il y a des promoteurs culturels informels et il y a des promoteurs culturels formels. Parce que pour obtenir un marché public d'État, et il s'agit de cela, de prestations de services dans le secteur culturel, il y a des conditions très claires. Moi, j'ai une opération actuellement là, avec le gouvernement dans le secteur du tourisme. On se rend compte là, l'hôtellerie, le confinement. Vous savez, quand les gens rentrent, pour minimiser là, il y a une catégorie de gens qu'on met dans les hôtels. Pour ne pas que la maladie, vous avez vu ceux qui sont venus du Niger, il y avait beaucoup de cas là-dedans. Vous imaginez si on les avait laissés rentrer. Mais on a installé les gens dans l'urgence. Au paiement là, quand on demande aux hôtels d'envoyer les papiers, c'est des problèmes. Mais on ne peut pas dire quelqu'un qui est dans l'informel. Les gens ne veulent pas être déclarés. Parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Ils ne veulent pas payer ceci ou cela. Mais c'est ça le grand problème. Et quand vous voulez vous attaquer à ça, paf, on dit non. Vous voulez empêcher les gens de manger. Pourquoi souvent à l'avance, en amont, n'est pas au moins, avant de faire le choix de ces structures-là, au moins se rendre à l'évidence qu'ils ont tous les papiers requis. Et c'est la même chose aussi au niveau de pas mal de structures culturelles qui font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, etc. Mais finalement, quand on leur demande le simple papier, c'est vraiment un problème. Pourquoi, en amont, le ministère ne peut pas se le faire? Vous posez un vrai problème. Vous savez, les vrais acteurs de ce secteur-là, les promoteurs qui sont des professionnels, je ne crois même pas qu'ils aient le temps d'aller se promener sur les réseaux sociaux. Vous savez, si vous avez du boulot, là, sérieusement, vous n'arrêtez pas votre temps là-bas, là. Des déclarations en déclaration, là. Non. Vous travaillez, vous développez vos aptitudes, vos compétences. Et l'État accompagne. On fait un procès de mauvaise aloi, j'allais dire, au ministre. C'est tout. Moi, je travaille avec un certain nombre. Parce qu'ils sont non seulement professionnels, mais ils sont réglo. Je souhaite que la plupart d'entre eux se professionnalisent. C'est ça. Mais vous parlez de notre secteur. Vous êtes des journalistes. Moi, j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années sur ce secteur. Pendant longtemps, et ça continue de l'être. La dernière fois, on voyait des journalistes se plaindre encore du fait qu'on ne veut pas appliquer la convention collective. Parce que dans ce milieu-là aussi, il y a beaucoup qui sont dans l'informel. Donc, ils ne peuvent pas suivre les lois. Il faut que les journalistes, vous nous aidez. Allez à la source. Si quelqu'un dit que c'est le ministère qui organise des spectacles, vous dites quel spectacle, vous venez au ministère. Vous dites tel spectacle a été organisé par ceci ou par cela. Moi, je vous ai dit, je suis parrain, par exemple, 21 juin. Mais c'est un promoteur culturel qui organise, que le ministère accompagne. Maintenant, en fonction du sérieux du promoteur, moi, je peux prendre mon téléphone, appeler tel gars pour dire, ah, le ministère ayant des ressources limitées, est-ce que vous pouvez accompagner tel gens? Vous savez, dans ce secteur, il y a déjà même mon pays, là. Le cinéma, quoi. Moi, j'ai vu des débats, là. Les gens, ils dribblent leurs comédiens. Mais on va mettre de l'ordre très bientôt dans tout cela, dans beaucoup de secteurs. On paye, le gars dit qu'on n'a pas payé. Et on accoste le ministre. Je dis non, c'est pas vrai, ça a été payé. Alors, monsieur le ministre, comment vous aidez les différents acteurs de la culture à se professionnaliser, à être dans le formel? Voilà, dans le formel comme... D'abord, il y a le cadre juridique. Il faut qu'il s'adresse à la direction de la promotion des industries culturelles et créatives. Ça y est là. Leur travail, c'est de les accompagner pour avoir les papiers, pour être dans la légalité. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, et je pense que c'est un défi que le ministère doit relever, mais ça,
il faut qu'ils jouent le jeu. Il faut que les gens, on les forme au business économique. Il faut que l'État crée cette opportunité-là. Mais ça, vous savez, d'abord, n'oubliez pas que c'est une activité privée. Quand tu décides de créer ta société-là, ça veut dire que tu te donnes les moyens pour y aller. Mais on peut comprendre qu'il y a des difficultés. Le mieux, au lieu de faire des critiques tous les jours sur le ministre a fait ceci, le ministre ne peut pas être frein au développement de l'activité de quelqu'un. Monsieur le ministre, ce n'est pas des mesures fiscales spécifiques. Mais oui, tout ça, ça peut se demander. Il n'y a aucun problème. Les journalistes, je prends toujours cet exemple. En temps, ils avaient fait un livre blanc pour qu'il y ait une fiscalité. Bon, j'en parle parce que moi, je suis plus spécialiste du droit des médias que du droit de la culture. Voilà, c'est pour ça que les gens ont dit que je suis un ministre par accident, là. Mais je me débrouille pour avancer, pour porter leur bagage. Voilà, c'est tout. Les journalistes avaient fait un livre blanc sous Luc Adolphe Thiaw pour qu'il y ait une fiscalité adaptée. Mais c'est eux, à travers leur organisation. Et moi, je ne fais qu'accompagner. Moi, je me rappelle, on avait fait même un lobby auprès des députés. Une structure comme le Centre de presse avait organisé un déjeuner splendide avec les députés, avec les partenaires et tout ça. C'est tout ça qui pousse un gouvernement à bouger. Donc, on repose le problème du niveau d'organisation du secteur. Mon expérience, qui est une expérience malheureuse, les gens, ils veulent toujours qu'on donne de l'argent. Quand on vient voir le ministre, l'argent, on a telle activité, l'argent, on a ceci, cela, l'argent. Et puis, bon, au final, on ne voit pas toujours la plus-value. Bon. Or, si on s'organise autrement, en travaillant sur l'aspect infrastructurel, c'est de ça que vous parlez là, ils n'auront même plus besoin de frapper à la porte. Monsieur le ministre, justement parlant d'argent, on a recueilli des informations auprès de votre département de communication par rapport par rapport à l'argent, le milliard. Donc il y a 25% des fonds qui seront destinés donc à la filière du cinéma, 14% à celle de la musique et moins de 10% à celle du livre. Bon, les autres 59% vont où? Et puis également il y a les créateurs. Parce qu'on sait qu'au Burkina, 90% par exemple dans le domaine de la musique fonctionne en autoproduction. Et se demande est-ce qu'ils seront pris en compte donc dans... Non, le chargé de communication ne vous a pas donné tous les éléments. Il vous a donné les grandes masses. Mais le rapport est disponible. Voilà, on peut vous le mettre à disposition. Sinon, les 100% sont distribués au secteur de la culture. Voilà. Même ceux qui n'ont pas d'identité précise. On a essayé de voir comment on prend leur cas. Voilà. On est venu me dire, ah, bon, il y a des gens, et ça c'est le Sinabum qui a attiré mon attention dessus. J'ai été sensible à ça. Que non, mais monsieur le ministre, si vous regardez seulement les gens du BBDA, on risque d'exclure une catégorie. Qu'il y a des gens qui chantent dans les mariages, il y a des gens qui chantent dans, peut-être même dans les funérailles, les orchestres, et tout ça, il faut voir, ils vivent de ça. C'est vrai. On peut les considérer comme un peu des intermittents du spectacle. Mais tout ça là, comme c'est de l'argent public, pour qu'on donne, il faut une preuve. Moi, je peux m'improviser là, dire que je chante, avec la complicité de 2 ou 3 personnes, et on connaît après on se retrouve, même si c'est 30 000, on se partage 10 000. C'est pour ça que il faut que vous nous aidiez à faire comprendre à tous ces acteurs que c'est dans leur intérêt qu'ils doivent aller se faire identifier au bureau burkinabé des droits d'auteur. Dieu merci, même aujourd'hui, on est en train de boucler le processus de la carte professionnelle des artistes. Même si tu es un griot, il faudra que tu ailles chercher ta carte professionnelle des artistes pour que un escroc griot ne se substitue pas à un véritable griot. C'est parce que le problème, vous savez, moi, en tant qu'individu, je peux toujours me lever, je dis, Djessongo, tiens 50 000. Mais même quand tu donnes 500 francs de ressources publiques au contrôle de la SE, tu risques d'avoir des problèmes. Voilà. Ceux qui sont affiliés au BBDA, les créateurs, ça va se passer comment concrètement? Non. On a prévu 150 millions, comme le BBDA l'avait fait là. Oui. Ils vont encore redistribuer dans leur formule d'avant.
Mais, je crois que c'est 14% à la musique. À la musique, en fait, ça va être des fonds qui vont être logés au Fonds de développement culturel et touristique pour aider à la production, à la création artistique. Puisque pendant la période, par exemple, si vous devez produire un CD, vous voulez voir Sir Payim par exemple, pour vous aider. Mais avec la Covid, lui, ses ressources sont venues en baisse. Il a des difficultés, vous êtes bloqué dans votre processus. Vous pourrez venir avec ce projet-là. En ce moment, au fond, une subvention. Une subvention. Voilà. Non, subvention. Ce volet-là. Les 1,25 milliard, nous avons envisagé donner ça sous forme de subvention. Par exemple, dans le cinéma, les 25%. Pourquoi je donnais ça? Parce que le critère principal, là, c'est le poids de chaque secteur dans l'économie de la culture. Et il est temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de mener ce combat-là jusqu'au bout, mais avec nos partenaires, ils ont dit, mais monsieur le ministre, vous ne pouvez pas continuer de faire du saupoudrage. Vous prenez l'argent, vous donnez ici, là. Non. Il faut, dans un pays, faire des options stratégiques. Le Burkina étant présenté comme un pays du cinéma, et je pense effectivement que nous sommes un pays du cinéma. Le problème des salles que vous avez posé dessus, je voudrais revenir très rapidement là-dessus. Il faut qu'on appuie conséquemment le cinéma. Parce qu'autour du cinéma, là, il y a beaucoup de métiers. Maquilleuse, j'ai même rencontré une. Je ne savais pas que c'était un métier aussi compliqué. Donc, c'est une profession en tant que telle. Que réalisateur, c'est un métier. Que comédien, c'est un métier. Je ne sais pas quoi, distributeur. Même la musique des films. Même la musique des films. Il y a des talents énormes qu'il faut développer. Donc, il faut qu'on donne un peu plus de moyens. Je pense d'ailleurs que si nous l'avions fait depuis des années, je vous assure, le cinéma aurait rapporté beaucoup d'argent. Nollywood, là, je répète, ça rapporte 3 000 milliards au Nigeria. Quand vous regardez à la télé, là, c'est ça qu'on ne peut pas faire. Oui, mais il y a aussi un projet de Babonga par rapport à un truc similaire. Voilà. J'en ai discuté même avec le Premier ministre. Ah, okay. Quand je suis allé présenter le rapport sur cette affaire. Parce que le problème que j'ai eu avec Babonga, c'est que c'est par la presse que j'ai appris son projet. Voilà. Bon, dans la procédure normale, et c'est quand même, lui, il n'est pas n'importe qui, là. C'est quand même un gars fort, un poids lourd. Voilà. Merci de me prêter le mot de notre secteur. Il a un projet aussi ambitieux. C'est quand même de s'adresser au ministre en charge de la culture pour dire qu'est-ce que l'État peut lui apporter. Mais peut-être que j'ai compris, comme il comprend ma philosophie, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu déploies tout ce que toi-même tu peux faire avant que l'État vienne, c'est peut-être pour ça. Mais je l'ai appelé. Il m'a dit qu'il est bloqué au Canada. Dès qu'il y a le déconfinement, on va regarder ça pour voir dans quelle mesure. Ça, c'est un projet où l'État doit s'engager. Les salles de cinéma, mais ça aussi, ce sont nos lois. Dans le cadre de la décentralisation, on a délégué ça aux collectivités territoriales. Les salles sont la propriété des communes. Sans que les gens aient la capacité de comprendre même les enjeux liés à la culture. C'est ça. Si on est dans un pays comme le Burkina, comment on peut... Mais le défi, c'est que il faut qu'on arrive à intéresser le privé. Le privé avec lequel j'ai discuté hier, qui est un homme important, je garde son nom. Je lui ai dit, mais mon frère, par orgueil national, allez investir dans les salles de cinéma. Parce que Canal Olympia, c'est bien, mais c'est un partenaire étranger. Un Burkinabé ne peut pas aller construire une salle de cinéma en France, là. On ne va pas accepter, là. Mais ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, on a quand même des poids lourds de l'économie. Et comme il y a une économie culturelle, il faut qu'on travaille. Même le président de la chambre de commerce, M. Kadhafi, M. Sawadogo, j'en ai discuté plusieurs fois lui. J'ai dit, il faut que nos hommes d'affaires comprennent qu'il est mieux d'investir souvent dans la culture que même dans le BTP. Vous savez, les petits films de 2 millions, là, ça peut vous rapporter beaucoup de bénéfices, si c'est bien mené.
Donc je lui ai dit, vraiment, mon frère, il faut investir là-dedans. Oui, Mais il m'a dit, il dit, non, monsieur, je suis où? Je dis à Ouemtenga. Je lui donne l'exemple de la salle de Ouem. Je dis, moi, je peux voir avec la mairie, parce que je ne suis pas le propriétaire, pour qu'on puisse réhabiliter ces salles. Parce que c'est Sankara qui a eu cette vision d'en créer dans toutes les provinces. Malheureusement, après sa mort, tout est parti à volo. J'ai dit, il me dit, c'est ça la rationalité de l'homme d'affaires. Il me dit, mais monsieur le ministre, d'abord, ça ne va pas être rentable. Il me dit, mais tu vois là, monsieur le ministre, moi j'habite vers Ouaga 2000. Moi je vois mes enfants, ils vont à Canal Olympia. Ils payent des tickets de 5 000 francs pour suivre les films. Mais si moi je mets à Ouaga 2000 et je mets à Ouemtenga, c'est un quartier de masse populaire, c'est un quartier populaire. Je veux mettre le billet à quel niveau pour rentabiliser mon choix. Et c'est là que le partenariat doit se faire avec l'État. L'État doit prendre une partie, mais l'État ne peut plus se retrouver là-dedans. Hein? Il y en a même des lieux où nous on a réhabilité des salles. On a réhabilité à Gawa, ça fait bientôt 2 ans. La mairie est incapable de mettre ça, de rendre ça opérationnel. Mais est-ce que la peur aussi des opérateurs économiques venir au niveau de la culture, et c'est pas aussi un peu je dirais le comportement, l'attitude, quelquefois aussi des acteurs qui font un peu peur à ce monde, parce que souvent on assiste quand même à des employades assez rudes, et comme on dit, quand tu investis quelque part de l'argent où tu es susceptible de récolter quelque chose, eh bien, l'argent ne veut pas là où il y a trop de bruit aussi. Est-ce que c'est pas ça? Mais moi, je suis complètement en phase avec vous. Je dis tout le temps aux acteurs que le regard, même au plan gouvernemental, il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais la façon dont eux, ils se comportent, ça rejaillit sur le secteur de façon globale. Ça, c'est important. Et c'est valable pour tous les corps de métier. C'est-à-dire qu'il faut que les gens... Je ne sais pas comment ça va se faire, mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il faut que les acteurs se prennent au sérieux. Pour ne pas qu'on ait l'impression que c'est un secteur où c'est quand on n'a plus rien à faire qu'on y va. Mais il y a un acteur musicien là, au titre des droits d'auteur, qui a eu à peu près 8 millions. Il y a quel fonctionnaire le plus gradé de l'État? Même les ministres, on est dedans. Y compris le ministre. Y compris le ministre. Voilà, parce qu'on croit que les ministres, oui, je suis... Voilà. Nous, mais on n'est pas sûr, dans l'année, d'avoir tout cet argent. Et lui, c'est la première répartition. Ça veut dire que... C'est possible. C'est possible. Et cet acteur qui a eu là, je ne l'ai jamais vu dans mon bureau. C'est ça la vérité. Non. Parce que le temps qu'il va venir me voir là, lui préfère être dans son studio, travailler. Nous, on veut encourager à la meilleure production. Moi, je vous donne un exemple. D'ailleurs, on vient dire qu'ils veulent les CD depuis 3 ans. J'ai dit, bon, au lieu qu'on vous donne 400 000, 500 000, il y a des gens comme les Pitroipas qui ont fait un gros investissement à risque dans le secteur pour la production musicale. Il y a Sidonie, etc. Je dis, moi, je préfère que le gouvernement, que le ministère, nous signons une convention. 30, 40 millions, 50 millions, je ne sais pas, par an, avec ces acteurs. Et eux, avec le ministère, on dégage les critères des œuvres qu'on doit produire dans l'année. Pour que ça puisse être rentabilisé, et sur le marché national, et sur le marché international. Monsieur le ministre, impossible d'avancer sur un projet comme ça. Les 13 et 14... C'est les acteurs, je ne peux pas les obliger. Ils veulent la liquidité. Ils veulent la liquidité. Le monsieur, il prend, comme disent certains, je ne sais pas, il rentre dans un studio avec un ordinateur, il fait ce truc, ils sont... Voilà. Mais c'est pas possible. Après, c'est difficile à vendre. Monsieur le ministre, les 13 et 14 décembre 2018, il y a eu l'atelier national de réflexion sur la diffusion et la promotion de la musique burkinabé. À la suite, il y a eu un mémorandum qui vous a été remis donc, le 14 novembre 2019. Quelle est la suite?
Non, disons que les conclusions, à mon avis, ont été en deçà de mes attentes. Parce que l'intitulé, c'était atelier sur la promotion de la diffusion de la musique burkinabé. Le but pour moi, c'était qu'au résultat, puisqu'aujourd'hui, les CD ne s'achètent pas, et que toute la musique, de plus en plus, est achetée en ligne, le but pour moi, c'était que les acteurs conviennent de la nécessité de la création d'une plateforme burkinabé de diffusion de la musique et même de bien d'autres ouvrages. Parce que moi qui suis assis, j'achète ma musique sur des plateformes qui sont des plateformes étrangères. Quand je tape comme ça, il y a quelques rares artistes burkinabés. C'est vrai. Donc, l'économie de ce secteur-là a radicalement changé. Et c'est ça le défi. Malheureusement, les acteurs ne perçoivent pas, ils ne comprennent même pas les problèmes de leur secteur. Voilà. Les gens sont venus dire, avec tout le respect que j'ai pour eux, qu'il faut qu'on crée un conservatoire de la musique. Oui, c'est un bon projet, mais on ne peut pas réaliser le conservatoire avant 10 ans. Puisque moi-même, j'ai le défi de la construction de la cité des artistes. Je n'arrive pas à avoir l'argent. Ça fait plus de 20 ans on en parle. Pourtant, le président a promis. Hein. Oui, il a promis, on a cherché les rues. Mais au moins, à l'époque, il n'y avait pas de terrain pour le faire. Aujourd'hui, on a le terrain qui est matérialisé. On devait recevoir le plan, parce que le gouvernement a donné de l'argent pour qu'on dresse le plan architectural. Le plan architectural, il est magnifique, vous le verrez très bientôt. Ça devait être, on devait découvrir ça pendant la SNC. Au moins, on a ça. Ce qui nous reste, c'est trouver le système financier pour financer la mise en œuvre. Donc, je pense que ce soit moi ou celui qui va venir, au moins il a ça désormais pour pouvoir construire cette cité. Parce qu'on ne peut pas continuer toutes ces années-là. C'est le seul grand événement culturel que nous avons dans notre pays, véritablement, de loger les gens dans les conditions où ça se faisait. Donc ils ont demandé un conservatoire. Moi, je suis des chantiers, je n'ai même pas encore fini de résoudre. Je ne gagne même pas l'argent pour le faire. Où on va gagner l'argent pour le conservatoire? Mais il y a l'INAFAC déjà. Pourquoi ne pas le renforcer? Exactement. Renforcer? Exactement. Ouais. Il lui fallu dire de renforcer. Ça, c'est depuis Thomas Sankara. Hein. Voilà. Voilà. Mais nous sommes battus là pour améliorer. Si vous faites un tour à l'INAFAC, il y a des constructions, il y a de nouveaux bâtiments. Alors, monsieur le ministre, on va passer à une autre étape et pour parler du statut de l'artiste avec la carte de l'artiste, voilà, et voilà, la carte professionnelle de l'artiste. Alors, quels sont les avantages liés à ce statut-là? Non, d'abord, au moins, ça va nous aider à fixer une ligne de démarcation entre qui est artiste ou qui était marabout artistique. Voilà. Marabout artistique. Voilà, marabout artistique. Voilà. Il faut que ce soit clair. On ne peut pas s'improviser comme ça artiste. Parce qu'on a fait une musique, on a fait une... Non. Il faut que... Voilà. C'est pour ça qu'on dit carte professionnelle. Parce que la notion de professionnel, ça veut dire que tu tires le principal de tes revenus de ce métier. Donc, tu y es à plein temps. Toi, tu ne vis que de ça, même si tu développes quelques activités parallèles. Et ça, moi, ma profession, et j'ai une carte pour ça, je suis enseignant de droit public à l'ENAM. Mon principal, là, c'est ça. Quand je me réveille le matin, je cherche un livre de droit constitutionnel, ceci, voilà, pour être sûr, pour m'améliorer dans mes performances là-dedans. Mais si vous n'avez pas ça, ça ne crée même pas une compétition saine entre les gens. Quel est ce secteur d'activité? Tout le monde peut venir dire que je relève de ça. Et c'est ça qui fait que on a l'impression que c'est un coin de gens, voilà. Et en termes d'avantages, les avantages non. prévus? Mais désormais, déjà, s'il y a des subventions à donner, la priorité va être accordée à ces personnes. Voilà. Donc ça, c'est quand même un grand avantage.
vous parliez tout de suite de défiscalisation d'un certain nombre de choses. On va y veiller. Troisième élément, c'est qu'ils vont commencer à réfléchir progressivement à préparer aussi Leur retraite. leur retraite. Parce que c'est dramatique. Lorsque un artiste décède au Burkina, moi je suis malade. Je suis malheureux. Mais je ne peux pas vous dire les gymnastiques qu'on doit faire souvent pour gérer des questions basiques. Pour des questions de dignité, je préfère me taire là-dessus. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui a porté au haut sommet l'art et la culture de son pays, au soir de sa vie, ce soit des trucs comme ça. Mais parce qu'on n'a pas de statut. Nous allons voir, sur la base de ça, avec la Caisse nationale de sécurité, si tu as 400 000 francs après avoir presté, il faut que tu dégages 30 000, 40 000 quelque part, etc. etc. Pour que, bon, Il y a également des mesures sanitaires. de tout ça, pour voir comment on aide. Mais tant qu'on n'a pas ça, c'est impossible. Mais la carte, c'est une étape. L'étape la plus difficile, c'est la convention collective. Parce qu'il faut, comme je l'ai dit récemment quelque part, il faut que les gens soient sérieux. Si tu prends un comédien, c'est un acteur clé de ton dispositif. Tu ne vas pas enlever 5 000 comme ça dans ta poche et lui donner. Parce que sans lui, le film n'existe pas. Il faut qu'on ait des traitements à minima et maxima pour la prise en charge. Voilà. Si tu prends un gars qui vient danser dans un spectacle, c'est pas la bière qui est son salaire, là. Ou un morceau de poulet. Lui aussi, il a sa famille, c'est son métier. Voilà. Monsieur le Donc, ministre, tout ça, il faut... Mais ça suppose que les acteurs, encore une fois, jouent le jeu. Parce que la convention collective, l'État n'est qu'un simple arbitre. Ça met en face l'employeur et de l'autre côté, les employés. alors, monsieur le ministre, s'il n'y a pas un risque d'exclusion ici, parce qu'il semble que les artistes fonctionnaires ou les fonctionnaires qui sont aussi des artistes sont exclus. Un fonctionnaire ne peut pas être un artiste au sens professionnel du terme. C'est vrai que la loi sur la fonction publique permet que pour l'œuvre artistique et tout ça, vous puissiez le faire, mais c'est pas votre profession. Oui, mais monsieur le ministre, même les pionniers, on a vécu ça, hein, que ce soit les Cissé Abdoulaye, les Salambo, etc. C'est notre réalité aussi. Est-ce que dans le statut de l'artiste, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est prévu pour Bon, je pense qu'il faut... Bon, je ne connais pas les détails, hein, Oui. j'avoue, mais vous pourrez certainement vous adresser à M. Thierry Milougo, qui est le président de la Commission nationale des arts, Oui. pour avoir un détail. Moi, je pense que ça fait partie de notre histoire, mais il faut en tirer les bonnes leçons. Oui. Voilà. C'est-à-dire que, tout comme dans beaucoup de secteurs, en temps, l'État, les fonctionnaires intervenaient parce qu'il fallait que des gens débattent, mais aujourd'hui, je ne vois pas, sauf à tricher dans la fonction publique. Comment vous pouvez consacrer l'intégralité de votre temps à votre profession, et puis, voilà. Voilà. Okay. Donc, il faut... Je pense que de ce point de vue, il faut qu'on se comprenne. Et puis, bon, à la matière, on ne va pas inventer. Hein. Il faudra qu'on partage un peu nos expériences avec les pays voisins. Parlant de la répartition donc, des coefficients des œuvres musicales, donc, concernant le BBDA, il y a certains syndicats qui estiment qu'il y a des inégalités. Je pense qu'il y a une relecture qui est prévue. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer? Non, ça, il faut demander au DG du BBDA. Ce n'est pas le travail du ministre en charge de la culture. Le ministre en charge de la culture, c'est-à-dire on demande toutes les choses au ministre. Un ministre, c'est l'orientation. Moi, j'ai reçu le SINAMU depuis que je suis là. Ils m'ont posé le problème. Je semblais ne pas bien comprendre. Effectivement, je n'ai pas de honte à le dire. Comme on dit coefficient dans une musique, je ne sais pas exactement. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je les ai renvoyés à la structure spécialisée de mon ministère, dont les agents au quotidien travaillent sur la question. J'ai dit, regardez tout ce qui peut être fait. Parce que notre rôle, c'est de travailler à améliorer l'environnement réglementaire, législatif, pour que les gens puissent véritablement vivre de leur art.
C'est comme ça que une équipe a été mise à travailler une structure qu'on appelle, je crois que c'est Setiola, où les artistes sont représentés. Ils discutent. Et j'ai suggéré, je le répète, au DG du bureau, je dis, vous savez, nous les juristes, quand on est confronté à une difficulté, quand on veut rédiger un texte, ce qu'on fait, on regarde l'expérience d'un pays qui nous ressemble pour chercher les arguments. Je dis, faites un peu une comparaison pour voir ce qui va se passer. C'est tout. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Puisque ça oppose un peu ceux qui font le reggae, c'est surtout le rap et tout ça. Puisqu'on dit que c'est des trucs importés et tout ça. Bon, ils ont des arguments. Avec des expressions musique non sérieuse. Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui qui me dit. Voilà. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça, il ne faut pas rajouter sur mon dos. Mais c'est dans la réglementation. C'est dans la réglementation. C'est dans la réglementation. C'est écrit musique non sérieuse. Ils ont un petit coefficient et cette musique-là est qualifiée de musique non sérieuse, d'ordinateur, de quoi encore là, des termes un peu péjoratifs. Ah, moi-même, je ne suis pas d'accord. Parce que moi-même, ma musique principale, c'est le reggae. Voilà, la musique je dors et je me réveille avec le reggae. Donc, je n'autorise pas qu'on dise que le reggae est une musique non sérieuse. Non, c'est pas ça, c'est pas le reggae. Je pense que là-dessus, quand même, le DG de BDA s'était expliqué. Et c'est des terminologies quand même consacrées. Hein. Ouais, je pense. Voilà, donc... On peut améliorer. Oui, mais je pense que tous ceux qui font la musique reggae, c'est peut-être un problème d'interprétation. Sinon, nous tous, nous aimons le reggae. Et puis, de toute façon, qu'on dise musique sérieuse ou pas sérieuse, il y aura toujours des gens qui vont aimer le reggae. Mais c'est de voir dans quel contexte, au niveau du Setiola, au fur et à mesure, on peut au moins relever ces coefficients-là. Voilà, et pourquoi pas... C'est le reggae même qui pose le problème. Oui. Je ne vous coupe pas, mais quand vous regardez Alpha Blondy, vous pensez qu'il y a un artiste qui est riche que lui en Côte d'Ivoire? Il fait du reggae. Quand vous regardez Tikanidja Fakori, il y a un artiste, il y a quelque chose quand vous regardez Ismaël Isaac, j'en cite. Okay. Donc, il faut peut-être voir le problème sous un autre angle. Okay. Mais je pense qu'on est très ouvert. Moi, je suis très ouvert à toutes les idées qui peuvent aider à améliorer. En juillet 2019, le Burkina Faso venait d'inscrire son 3e site, les sites de métallurgie ancienne de fer, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'est-ce qui est prévu comme programme marketing autour des sites pour booster les sites touristiques du Burkina? Non, je demandais, vous savez que mon département a l'Office national du tourisme du Burkina, qui était un établissement public, mais qui était dans une situation grabataire quand moi j'arrivais. Rien ne fonctionnait presque. Donc, c'est eux qui doivent aider à porter le tourisme. Parce que, finalement aussi, l'ONTB, sa principale source de revenus qui lui permettait de faire ce travail marketing du patrimoine culturel et touristique du Burkina, ça a été enlevé par le ministère de l'économie et des finances. Voilà. Donc, on ne peut pas demander aux gens de faire du miracle s'ils n'ont rien. Ils ont un budget qui ne leur permet même pas de mener deux activités sérieuses. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé à titre exceptionnel au ministre de l'économie et des finances qu'il nous alloue un fonds d'autour de 100 millions pour qu'on développe une grande politique de communication sur le patrimoine touristique du Burkina, parmi lesquels vous verrez ça. Déjà, qu'est-ce qui vous choque? Allez sur le site internet de l'ONTB. C'est le portail d'entrée pour le tourisme du Burkina. Allez-y regarder. Et vous me direz de quoi il s'agit. Oui, mais il semble même que parfois ils n'ont pas les moyens pour s'acheter des mégas, quand même. Oui, mais c'est ça, c'était ça. Parce que la loi avait prévu une taxe de développement du tourisme qui devait être allouée, qui était allouée à l'ONTB. Okay. Et puis, brutalement, il y a quelques années, ça a été supprimé. Le ministère de l'économie, pour diverses raisons, mais qui ne tiennent même pas juridiquement, a pris le fonds. Donc, mais
l'explication qu'ils ont donnée aussi, c'est qu'il y avait des problèmes de bonne gestion. C'est ça. Donc, il y a le problème aussi des ressources humaines. Mais c'est lié au problème des ressources. Vous savez, le marketing, ça coûte cher. Si vous mettez des fonctionnaires classiques comme ça, fin du mois, quoi, ça ne marche pas. Non. Regardez les entreprises là, parce que c'est de la compétition. La Côte d'Ivoire veut vendre. Le Ghana veut vendre. Le Sénégal veut vendre. Donc il faut avoir les meilleures expertises. Parce que l'économie touristique, c'est une des économies qui marche le plus dans le monde. Regardez même les pays arabes qui produisent le pétrole. Ils se détournent de ça. Ils prennent l'argent de pétrole pour investir, pour devenir des pôles attractifs. C'est ça le vrai problème. C'est ça les enjeux. Mais moi, je ne peux pas régler tout ça du jour au lendemain. Parce qu'il faut qu'on ait tous une vision commune. Dieu merci. En tout cas, mon collègue du ministère des Finances, Lassane Kaboré, partage la même vision avec moi et je le soutiens du chef du gouvernement et du président. J'espère que progressivement, on va aller vers des transformations. Ce qu'il faut pour les sites, mais il faut les faire connaître. Il faut en parler. Monsieur le ministre, concernant les arts plastiques, il y a la loi du 1%. Voilà. Nous sommes à quel niveau? Mais la loi est là. C'est un problème d'application. C'est ça. Que dit la loi? La RTB, vous voulez construire un bâtiment de 300 millions, 1% doit être consacré aux œuvres d'art pour décorer. Regardez comment la salle est triste. C'est ça l'idée. C'est qu'il faut qu'on mette. C'est ça l'idée. C'est une belle loi. Mais on veut que le ministre de la Culture mette un gendarme derrière chaque structure de l'État qui mène un projet. Ce sont les architectes qui doivent intégrer ça. Ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui doivent intégrer ça. C'est chaque... C'est-à-dire que le directeur des marchés publics ici, quand il conçoit son plan de construction de ceci, il intègre ça. Tout ce que moi je peux faire, c'est d'en parler, c'est de sensibiliser, c'est de faire connaître la loi. Très bientôt même, on va faire des capsules pour en parler. Mais c'est la responsabilité individuelle de chacun. C'est tout. C'est pas le ministre. Moi-même, je n'ai pas d'argent pour construire. C'est les autres qui construisent. Oui, mais pourquoi pas une rencontre avec les promoteurs immobiliers, par exemple, pour parler de ces questions-là, une matinée ou quelque chose comme ça, ça pourrait les intéresser. Oui, c'est peut-être une idée que nous allons investiguer. C'est une belle idée. J'avais proposé ça à l'association des gars des arts plastiques. J'avais dit, bon, parce qu'encore une fois, on veut se dédouaner. Je leur ai dit, les 1%, là, c'est dans votre intérêt. Hein. Si quelqu'un doit courir pour que ça s'applique là, c'est pas moi le ministre. Voilà. Oui. Bon, monsieur le ministre, promotion pour promotion, est-ce que vous envisagez déjà une structure ou bien des initiatives pour faire la promotion aussi de la musique burkinabé, pour en faire une véritable industrie? Non, déjà, la DEPIC est là. Moi, je pense que souvent, le problème est mal posé. Effectivement, les artistes demandent une direction de développement de la musique. Moi, je ne sais pas si c'est ça qui va développer la musique. Le problème est où? Je dis toujours, d'abord, la musique, c'est comme on dit, les goûts, les quoi là. Ce n'est pas des choses qu'on peut discuter. Une télévision a intérêt à diffuser de la bonne musique parce que ça va attirer les gens. Donc, je pense qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Moi, je voyais une RTB2 là, mais je découvre des artistes extraordinaires. Maintenant, vous savez, dans le milieu, vous le connaissez. Pour moi, c'est la responsabilité des managers. Si vous êtes un manager, il faut que les gens y comprennent leur rôle exact. C'est eux qui doivent aller à la recherche des marchés. Moi, j'ai même reçu les animateurs des boîtes de nuit. Parce qu'on est venu me dire,
ils jouent la musique burkinabé vers 3 h du matin quand les gens sont fatigués. Bon, tout ça, moi je ne suis pas là-bas. Mais souvent je vais en boîte, j'entends beaucoup de musique burkinabé. Bon. Donc je pense que, bon, si les gens pensent qu'il faut, il y a déjà trop de direction. Moi, je ne crois pas que... Monsieur le ministre, c'est la dernière question parce qu'on est pratiquement au terme de cette émission. Les acteurs de l'actu estiment que le ministre tient des propos très durs et parfois il les expose, parfois même à la vindicte populaire. Non, moi je ne les expose pas. Mais c'est dans ma nature aussi. Bon. Voilà, je ne sais pas mentir. Voilà, c'est tout. Et puis, c'est parce que moi je les aime. C'est pour les mettre en face de leurs responsabilités. Je trouve qu'on les infantilise trop. Voilà. Ce qui est bon est bon. Il faut l'appeler comme ça. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Ce qu'il faut faire, mon engagement, ils ne peuvent pas en douter pour les plus honnêtes parmi eux. Parce qu'il y en a qui ont d'autres problèmes. Moi, je ne suis pas le type de ministre, tu vas venir dans mon bureau, j'en ai mon âge. Je n'en ai même pas. Alors, voilà. Peut-être que les gens... Moi, je n'en ai pas. Moi-même, je cherche. Bon, donc c'est incompris. Parce que les gens croient que je suis assis sur de l'argent. Sur quoi? Moi, j'ai des problèmes. Vous n'avez pas vu que j'ai vieilli? L'autre jour, il y a une de mes tantes qui dit mais c'est parce que c'est des problèmes que je gère au quotidien. Merci, monsieur le ministre. Mon ventre n'a pas grossi là. Merci d'être passé pour l'émission Culture Express avec moi, Païm Ouedraogo, Info Sens Culture, et Sigiré du journal Le Pays. On va se retrouver la semaine prochaine autour d'autres thèmes et d'autres sujets. C'est passé vite, hein? Oui, vraiment. Ciao. Merci bien.